Je me fie vraiment sur Radio-Canada pour tout ce qui est niveau information dans ma vie de tous les jours. C'est vraiment mon lien avec l'extérieur. Radio-Canada est important sur tous les points de vue. Il est au cœur de nos vies, partout à travers le Canada. Pour moi, ça permet justement aux régions éloignées d'avoir accès à des nouvelles et puis accès à la culture française à l'extérieur du Québec. Radio-Canada, pour moi, c'est une partie de notre identité en tant que Canadien. Ah, les coupures, ça va faire, là. Ça va faire, les coupures. C'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est du vol d'intelligence. Je trouve ça un peu inquiétant pour l'avenir de Radio-Canada. J'étais là lorsque Radio-Canada est apparu. Puis je comprends même pas pourquoi on se rébelle pas plus que ça. J'aimerais moins être là pour voir cette disparition. Je ne comprends pas le gouvernement fédéral de s'attaquer à ça parce que ça va à l'encontre de l'unité canadienne si jamais ça les intéresse, cette question-là. Je dirais qu'on n'arrête pas de couper à Radio-Canada, puis on peut se demander vraiment qu'est-ce qui va rester à un moment donné. Il faut que ça arrête, là. C'est comme une hémorragie, tu sais. Il faut que ça l'arrête. Moi, je suis inquiète parce qu'une coupure par-ci, par-là, à chaque année, ça met en danger l'intégrité de Radio-Canada. C'est plus qu'important, je dirais que c'est crucial pour refléter nos valeurs, notre identité collective, ce qu'on est. On est 7 millions de francophones perdus dans 300 millions d'anglophones. C'est pas ce que j'attends d'un premier ministre. En réalité, en tant que Canadienne, je suis prête à payer davantage pour la qualité de l'information et la représentativité de notre société. Moi, le financement de Radio-Canada, ça va influencer mon prochain vote. Moi, ça va être mon deuxième vote cette année. Ça fait pas très longtemps. Lors d'une prochaine élection, si un parti politique prenait position en faveur du maintien des postes puis du financement de Radio-Canada, c'est sûr que ça pourrait influencer mon vote. Je vais voter pour quelqu'un qui veut que Radio-Canada reste. C'est sûr que ça me tient beaucoup à cœur. Monsieur le Premier ministre, je compte sur vous. Il faut arrêter les coupures de Radio-Canada. Il faut refinancer Radio-Canada de façon adéquate. Vous êtes le garant de nos institutions, de notre démocratie. C'est votre responsabilité. Bienvenue à cette émission spéciale des Amis de la radiodiffusion en ligne d'Ottawa. Suite aux nombreuses compressions à notre radiodiffuseur public Radio-Canada, le public s'inquiète de son avenir. Nous savons qu'à l'approche d'élections générales, les partis précisent leur politique. Nous avons donc invité les chefs des partis politiques ayant des élus à la Chambre des communes de nous livrer leur vision de l'avenir de Radio-Canada. En premier, nous entendrons l'honorable Thomas Mulcair, chef de l'opposition officielle et du nouveau Parti démocratique. C'est avec un immense plaisir que je vous présente la grande journaliste Francine Pelletier qui interrogera M. Mulcair pour vous. Francine? Merci, Ian. Et bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à la première des émissions Les chefs parlent de Radio-Canada. Avec ce soir l'honorable Thomas Mulcair, chef de l'opposition officielle et du nouveau Parti démocratique. Bonsoir, M. Mulcair. Bonsoir, Mme Pelletier. Merci d'avoir répondu à l'appel. C'est un honneur d'être là avec vous, puis avec tous les gens qui travaillent pour maintenir CBC Radio-Canada. C'est un effort de chaque instant. Vous l'avez entendu comme moi, les gens ont beaucoup à cœur Radio-Canada. C'est au cœur de nos vies. Ça veut dire énormément. C'est une institution probablement une des plus importantes au pays, certainement pour les francophones. Vous avez parlé de redonner de l'oxygène à Radio-Canada si jamais vous êtes l'heureux élu au chef, à la tête du prochain gouvernement. Qu'avez-vous l'intention de faire? Déjà, lors d'une rencontre de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec tenue à Saint-Sauveur-des-Monts au mois de novembre, j'avais eu l'occasion d'exprimer que c'était une question de masse critique, les coupures qu'on avait vues à Radio-Canada jusqu'à date, lorsque les libéraux étaient au pouvoir, de l'ordre de 360 millions de dollars. Depuis que les conservateurs sont là, un autre 115 millions de dollars. Alors, nous, on s'est engagés à ce moment-là de renverser les coupures des conservateurs. Sur 3 ans, ils ont coupé 115 millions. Dans les 3 premières années de notre arrivée au pouvoir, on va remettre ces 115 millions. Et récemment, au Lion d'Or, tout près de Radio-Canada, on a pu le répéter dans un cadre strictement réservé à cette question-là, de répéter au public et aux gens qui tiennent à Radio-Canada que c'est un engagement clair et ferme du nouveau Parti démocratique en vue des élections de 2015. Mais remettre 115 millions, si je ne m'abuse, ça veut dire que
nous sommes toujours dans le queue du peloton par rapport au financement annuel par habitant. Je pense qu'on est au même niveau que le Burkina Faso, ce qui est un scandale. J'ignore le Burkina Faso, mais si on veut comparer des comparables, je sais qu'on sera nettement en dessous de l'Angleterre, de la France ou de l'Australie. C'est vrai. Mais il faut commencer quelque part, parce que les coupures ont fait très mal, et c'est pas justement seulement lors des coupures des conservateurs qu'on l'a vu, mais on ne peut pas tout refaire du jour au lendemain. Alors nous, on se dit, en commençant par remettre ce qui a été coupé au cours des 3 dernières années, on pourrait déjà donner, pour reprendre l'expression, de l'oxygène à Radio-Canada et lui permettre de redonner le genre de service auquel on était habitué. Et qui, comme beaucoup de gens qu'on vient d'entendre l'expliquent si bien, qui nous permet de se raconter les uns aux autres. Le pays lui-même est unique. 2 langues, 2 cultures, des Premières Nations, qui doivent être expliquées et comprises si on veut justement maintenir une identité propre. Parce que c'est dans la définition même du mandat de Radio-Canada de travailler sur cette identité canadienne, donc la capacité de raconter, puis d'être compris si on est francophone minoritaire hors Québec ou anglophone au Québec, d'avoir ses propres moyens de communication et ainsi façonner un Canada où on se comprend mieux. Ça, c'est toujours un idéal auquel nous on tient. Vous avez également parlé d'un financement stable, pluriannuel et prévisible, ce qui est encore beaucoup plus ambitieux. En fait, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? En fait, stable, il ne faut plus qu'il y ait des hauts et des bas, comme on a vu au cours des dernières années. Prévisible, il faut qu'on puisse planifier. Et pluriannuel, c'est-à-dire des budgets alloués sur plusieurs années à la fois pour pas que ça soit au compte-goutte, une supplice chinoise de savoir si on veut avoir les budgets ou non l'année après. On ne peut pas planifier, on ne peut pas gérer convenablement. Et d'ailleurs, la question de gestion revient à chaque fois, parce qu'au lieu d'avoir un conseil d'administration composé des meilleurs Canadiens, lorsque les libéraux sont là, ce sont les meilleurs libéraux. Lorsque les conservateurs sont là, ce sont les meilleurs conservateurs, ou enfin des conservateurs. Et là, nous, on voudrait créer une commission pour ces nominations-là, pour aller chercher les meilleurs Canadiens, des gens avec de l'expérience et de l'expertise. En ce moment, avec les conservateurs, on touche le fond du baril. Des gens sans expérience, sans expertise, nommés parce qu'ils sont des anciens contributeurs, des anciens candidats, ou des avocats de Radio-Canada, mais vraiment des gens qui n'ont aucune expertise, aucune raison d'être là, sauf leur connexion au Parti conservateur. Mais comme vous l'avez dit vous-même, c'est pas simplement les conservateurs qui ont eu tendance à punir Radio-Canada à différents moments de l'histoire. Non, c'est un bon choix de terme aussi de punir, effectivement. Exactement. Je veux dire, il y a un système radio-canadien qui est fort curieux. Le fait, par exemple, prenons le conseil d'administration, je crois que c'est la seule société d'État qui a un système où ce n'est pas le conseil qui nomme le président, mais c'est la prérogative du premier ministre. Et c'est le premier ministre aussi qui nomme les membres du conseil, ce qui pose un problème d'indépendance, le fameux arm's length, là, sans lien de dépendance. Mais oui. Est-ce que vous avez des vues là-dessus? Est-ce que... Bien justement, il y a des choses qui ont été promises par les conservateurs. N'oubliez pas que lorsqu'ils étaient dans l'opposition, ils avaient promis que pour les nominations importantes de l'État, on créerait quelque chose d'autonome pour chercher les meilleurs candidats. Alors voilà qu'ils ont commencé à mettre en place l'infrastructure et voilà que M. Harper a choisi un de ses proches collaborateurs conservateurs. Il a dit, et c'est cette personne-là qui va présider le tout. Les autres partis ont dit, mais est-ce qu'on peut trouver la meilleure personne au lieu de votre proche collaborateur? Il a dit, non, c'est cette personne-là, sinon il n'y en aura pas. Comme un enfant qui part avec la balle de football parce que s'il ne peut pas inventer les règles. Et M. Harper a tout simplement jamais donné suite à cet engagement-là. Alors nous, on va le faire pour Radio-Canada et dans d'autres circonstances aussi pour les grands commis de l'État. Mais pour Radio-Canada, c'est sûr qu'on veut un œil indépendant, externe, qui va nous aider à choisir les meilleures personnes. Alors, vous engagez finalement à revoir le système parce que ça n'a jamais existé, là, ce que vous proposez de faire. Et d'ailleurs, ça fait des décennies qu'on n'entend pas le premier ministre canadien défendre Radio-Canada. Il faut remonter très loin dans le temps pour se souvenir d'un premier ministre canadien qui a pris la défense de Radio-Canada. Eh oui, mais quand vous parlez de défense de Radio-Canada, on a entendu les gens passionnés de Radio-Canada qui ont ouvert l'émission aujourd'hui, qui s'expriment clairement et aisément sur l'importance de le conserver et de lui donner justement les outils nécessaires pour remplir son mandat. Allons chercher des gens comme ça qui croient passionnément à Radio-Canada et qui travaillent tantôt
comme experts dans le système, tantôt comme monsieur et madame tout le monde, mais qui ont une vision qui va permettre de donner de la vie à Radio-Canada plutôt que de toujours mettre des gens qui vont être là pour dire oui à des choses dictées finalement par un bureau du premier ministre qui s'ingère de plus en plus. Mais un nouveau système de direction n'empêcherait pas nécessairement l'ingérence à Radio-Canada. C'est quelque chose qui trouble, qui inquiète beaucoup les Québécois et les francophones, cette capacité du gouvernement, notamment celui qu'on a actuellement, de s'ingérer. On se souvient de la carrière avortée de Gilles Duceppe comme chroniqueur à Radio-Canada. Il y a eu question d'un simple courriel du ministre du patrimoine pour qu'on décide de ne pas l'embaucher. Qu'est-ce qu'on fait contre l'ingérence politique? Si ma mémoire est bonne, son courriel donnait tout simplement l'adresse courriel du président, directeur général de Radio-Canada pour dire voici ses coordonnées, écrivez à lui. C'est lui qui a pris la décision, ce qui était une bonne manière de dire c'est sa faute à lui, mais aussi de s'ingérer par le fait même. Mais moi, je pense que d'abord, peu importe le président de Radio-Canada, on n'arriverait pas à le faire s'il y a encore des coupures comme ça. Alors, M. Lacroix a beau utiliser toute son expérience et son talent pour essayer de faire ce qu'il peut, il doit jouer avec la main qu'on lui a distribuée. Alors, si la ministre du Patrimoine se lève à tout bout de champ à la Chambre des communes en réponse à nos questions pour dire « Mais non, la raison pour laquelle on coupe, c'est qu'il n'y a plus personne qui regarde », elle est en train de complètement oublier la raison pour laquelle Radio-Canada existe. Ça existe pour nous raconter à nous-mêmes. Alors, le but étant de créer une institution qui va être préservée et va pouvoir permettre aux Canadiens, à travers cet énorme pays, de se connaître mieux, qu'elle arrête de dire que ça va se comparer à des émissions de télé américaines. C'est pas ça, le but recherché. Le but recherché, ce sont des émissions proprement canadiennes où on se raconte. Et du côté francophone, les coupures ont fait particulièrement mal parce que c'est une situation minoritaire et toute proportion gardée, c'est du côté francophone qu'il y a eu les pires coupures. C'est d'autant plus navrant qu'évidemment, en situation minoritaire, déjà dans tout le pays, les francophones, mais à l'extérieur du Québec, où on n'a pas cette masse critique-là, c'est la seule manière. Puis il y a des communautés francophones dans toutes les provinces au Canada. J'ai eu l'occasion de travailler notamment à Winnipeg pendant ma carrière, et je sais à quel point Radio-Canada est une institution, tantôt à la radio et la télé, prisée pour sa capacité de permettre à cette communauté franco-manitobaine de s'identifier, et ils n'en ont cure. Ils sont prêts à le sacrifier. Mais il n'y a pas un francophone au pays qui a besoin d'être convaincu qu'on a besoin de Radio-Canada pour notre identité, pour la survie culturelle. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème par rapport au Canada anglais? C'est-à-dire qu'on ne voit pas... On n'a pas le même attachement du côté canadien, anglais, parce qu'on ne voit pas exactement la même utilité. Est-ce que vous avez un travail à faire de ce côté-là? J'ai la chance, et c'est vraiment le cas de le dire, c'est une chance de voyager à travers le pays constamment. Les gens que je rencontre du côté anglophone veulent autant garder Radio-Canada, et plus que ça, ils sont très sensibles au fait que du côté francophone, c'est une institution qui a une importance, toute proportion gardée, qui est plus grande, pour la bonne et simple raison que cette situation minoritaire est exacerbée en dehors du Québec. Donc, ils comprennent. Et c'est une manière aussi de savoir où est-ce qu'il y a d'autres au Canada. On peut avoir des nouvelles sur le Québec informées par une connaissance du côté francophone et une nouvelle du reste du Canada informée par une connaissance du monde anglophone. Et ça se produit ensemble dans une même institution où il y a une symbiose, où les gens sont en contact. Ça n'existe tout simplement pas ailleurs dans notre pays. Ce caractère unique du Canada, le bilinguisme, le biculturalisme à la base, mais le multiculturalisme d'aujourd'hui qui est dans le mandat même de Radio-Canada, c'est ça qui doit être chéri et c'est tout ça qui doit être protégé et il ne l'est pas. Mais je crois que tous les Canadiens, Mme Pelletier, dans mon expérience, veulent travailler absolument dans ce sens-là. Et quelle serait votre vision, en quelques mots, là, de Radio-Canada? Est-ce que vous, dans l'avenir, est-ce que vous le voyez plus commercial, plus régional, plus informatisé? Comment le voyez-vous? Bien, pour ce qui est de la radio de Radio-Canada, pour moi, c'est un oasis où on n'est pas assailli par des publicités et où, par le fait même, on n'est pas en train de concurrencer le marché privé qui s'en va chercher ces publicités-là. C'est pas la même chose. Donc, gardons ce caractère propre. Du côté de la télé, oui,
On a de la publicité aujourd'hui pas mal plus que j'aurais souhaité idéalement. Et c'est peut-être ça, un télédiffuseur public à sa base. Il y a moins de publicité par définition. Mais c'est rendu là pour ce qui est de la télé. Mais préservons-le au moins pour l'instant et donnez-lui la chance d'avoir cette qualité-là. Pour nous, c'est vraiment ça, de maintenir la qualité de la radio de Radio-Canada et de donner l'occasion à la télé de continuer de produire des émissions de qualité et lui donner des ressources. Ça coûte cher de le faire. Mais si on continue de couper en disant que c'est parce qu'il y a moins de gens qui regardent, bien, c'est une prophétie qui s'auto-réalise. C'est un cercle vicieux qu'on est en train d'installer et il faut rompre ça. Il faut revenir à un cercle vertueux où tout le monde comprend l'importance de maintenir et de donner de l'essor à Radio-Canada. Nous avons maintenant un bonus pour vous. Nous avons plusieurs questions du public, des amis de la radiodiffusion. Nous en avons une première de Québec. La question est, Radio-Canada est un service très performant, d'ailleurs un peu plus performant que CBC, qui subit une part disproportionnée des coupes à Radio-Canada, CBC. Que feriez-vous pour assurer que Radio-Canada ne soit pas victime de son propre succès? Il faut absolument revenir à une situation où on comprend que pour compenser le statut minoritaire, il faut faire plus. Et au contraire, les conservateurs sont en train de couper plus du côté francophone, toute proportion gardée. C'est inexcusable, d'autant plus que la ministre vient d'une communauté minoritaire au Manitoba, mais ça n'a pas l'air de l'émouvoir. Elle se lève à chaque fois, elle donne la même réponse, la même que c'était joué. Donc nous, on trouve que c'est important que l'ensemble du Canada continue à croire que donner un petit peu plus du côté francophone à cause des besoins qui sont différents, vu la situation minoritaire, tout le monde est gagnant là-dedans parce qu'on ne peut pas avoir des nouvelles autrement en langue française, par exemple dans les prairies, si on n'est pas en train d'aider Radio-Canada, et les coupures font extrêmement mal. J'étais à Windsor, où il y a une forte communauté francophone, presque tout a été coupé là-bas. À travers le pays, les gens sont très inquiets parce que c'est leur seule et unique capacité de se raconter, que ce soit pour les François, les Franco-Albertains, peu importe, et à travers le Canada. Mais n'est-ce pas une attitude, une conscience qu'il faut avoir à la tête même de Radio-Canada? C'est-à-dire qu'on se souvient de l'ancien président, M. Rabinovitch, pour qui c'était très important de ne pas minimiser, de respecter la proportion française, anglaise, et de rendre à César. Il semblerait que sous la présidence actuelle de M. Lacroix, on a tendance à tout mettre dans le même bain. Dernièrement, à Moncton, il y a eu une journée où 800 personnes se sont rassemblées. Yvon Godin, député d'Acadie-Bathurst, était là pour expliquer l'historique des coupures sur les libéraux, les coupures actuelles. Et ce sont des communautés qui vivent cette situation minoritaire doublement et ils sont très inquiets. Les Acadiens ont leur propre histoire à raconter aussi. Et que ce soit des choses aussi concrètes qu'aux nouvelles, par exemple, si on n'insiste pas, quelque chose comme une coupure cruciale d'un service de train ne serait jamais couvert, parce que ça va être très centré sur Montréal. De la même manière que du côté anglophone, c'est très centré sur Toronto. Mais du côté anglophone, s'il y a une nouvelle importante à Vancouver ou à Winnipeg, ça sera aux nouvelles nationales. Un peu plus difficile, encore une fois, pour les minorités francophones du pays, que leurs nouvelles soient rapportées le soir au téléjournal. Donc, il ne faut jamais perdre ça, sinon notre capacité de se connaître et de voir nos propres histoires racontées serait perdue et une partie essentielle de l'identité du pays serait perdue par la même occasion. Une question de Montréal, cette fois en décembre, le costumier de Radio-Canada, le plus grand en Amérique du Nord, a fermé ses portes. Cette fermeture entraîne une perte de ressources et d'expertise pour les productions culturelles, tant à Radio-Canada qu'à l'extérieur. Que feriez-vous pour compenser ces pertes? Perte de ressources, perte d'expertise, mais perte physique, concrète, d'une partie importante de notre patrimoine, ce qui est là-dedans. Alors, travaillons pour essayer de trouver des solutions, mais en soi, si on avait besoin d'un modèle, d'un exemple pour que tout le monde comprenne physiquement ce qui est en train d'être perdu, c'est le costumier. Ça résume tellement bien et c'est un scandale
que ce soit en train d'être perdu. Bien, encore une fois, je pense qu'il y a une différence entre le Québec et le reste du Canada. Au Québec, on est descendu dans les rues pour cette question-là. Pas seulement, mais c'était quelque chose auquel les gens tenaient beaucoup. Ici, à Toronto, ça a été vendu sans que presque personne le sache ou s'en mêle. Donc... Mais je pense que c'est encore une fois un exemple concret de la différence. Les questions identitaires pour les Québécois et les Canadiens d'expression française à travers le pays, c'est d'autant plus important parce qu'il y en a moins. Alors, c'est vrai qu'à travers le Canada, il y a peut-être une plus grande capacité d'absorber ça, puis il y a d'autres choses qui peuvent le remplacer. Mais ce qui est dans le costumier est irremplaçable. C'est pour ça qu'il ne faut pas le perdre. C'est inadmissible que ça soit perdu. Donc, vous feriez en sorte que les On costumes... trouverait la solution. Encore une fois, on ne veut pas s'ingérer, on ne veut pas devenir le conseil d'administration. Mais si on donne la capacité monétaire d'arriver à la bonne solution, il n'aurait jamais été question de perdre cette partie importante de notre patrimoine. Une question de Gatineau, une question épineuse. L'attitude de nos artistes québécois favorisant l'indépendance du Québec influence-t-elle le gouvernement fédéral à réduire les subventions à Radio-Canada? En d'autres mots, est-ce que les gouvernements, de façon générale, n'ont-ils pas tendance à punir Radio-Canada pour ses positions indépendantistes? C'est soi-disant... Pas dans mon expérience. Je n'ai jamais rien vu de la sorte directement. Les émissions les plus populaires, comme tout le monde en parle, se fondent en 4 pour essayer de bien représenter les différentes tendances politiques, peu importe qu'on peut savoir que l'un ou l'autre a déjà ses propres prises de position publiques par ailleurs. Donc non. Par contre, il y a une tendance de fond chez les conservateurs d'être contre la culture tout court. Et on l'a vu avec des coupures successives. Ça les avait coûté très cher en 2008. Donc, ils se sont gardés un peu. Mais là, ça revient encore une fois avec les coupures à CBC. Mais comment expliquez-vous que la coupure la plus importante de l'histoire de Radio-Canada s'est passée sous le gouvernement chrétien après le référendum de 1995? C'est inexplicable pour moi. Moi, je ne pourrais jamais le justifier, mais je l'avais vécu comme ministre provincial à l'époque parce que nous, dans le début des années 2000, on vivait encore avec ces coupures-là, un déversement massif de responsabilités sur le dos des provinces, mais les autres coupures avaient fait très, très mal. Donc, on ne peut pas parler des deux côtés de la bouche en même temps. On ne peut pas chanter les louanges de l'importance de l'unité nationale et de célébrer et de comprendre nos différences et de les fêter et que ça fasse partie de notre identité, et de l'autre côté, couper radicalement en institutions primordiales pour exprimer et préserver cette identité qui est CBC Radio-Canada. Êtes-vous d'accord, par contre, que les gouvernements, tous les gouvernements confondus, ont tendance à punir le diffuseur public quand il y a des divergences d'opinion? C'est un terme que j'aurais eu beaucoup d'hésitation à employer si je ne connaissais pas si bien les conservateurs. Mais je pense que le choix du terme « punir » est tout à fait logique dans les circonstances, parce que je les entends. La seule chose que j'ai du fait d'avoir été élu que vous n'avez pas, c'est que je ne suis pas astreint à regarder la seule scène qui est coupée et mise pour la période des questions. Moi, je les vois tout le temps. Chaque fois qu'il y a des questions des coupures à Radio-Canada, qu'on pose une question à la ministre Glover ou à un autre membre du gouvernement, les railleries qui viennent des arrière-bancs des conservateurs en disent long. Et je serais singulièrement inquiet pour l'avenir tout court de CBC Radio-Canada si jamais, par malheur, les conservateurs devaient être maintenus au pouvoir après la prochaine élection. C'est une autre bonne raison de s'assurer que ça ne se produise pas. Une question, cette fois, de Saint-Boniface au Manitoba. Feriez-vous une loi fédérale qui garantirait le financement de Radio-Canada en dollars constants? Ça revient au fameux financement pluriannuel et qui soit à l'abri de la volonté d'un changement de gouvernement éventuel. Mais je pense que la meilleure manière d'y arriver, c'est, stopper l'hémorragie. Donc, remettre rapidement, et c'est ce qu'on propose de faire, ce qui a été coupé, s'asseoir et regarder les différents systèmes qui existent. On a parlé tantôt de la France ou de l'Angleterre ou de l'Australie. Parce que par habitant, on paie effectivement beaucoup moins. Et pourtant, le pays, vu son énormité et vu les énormes défis de se raconter à travers différentes langues et différentes cultures et histoires, c'est certainement un investissement dans l'avenir de notre pays. Et oui, stabilité, c'est ça. Que ce soit stable aussi en dollars constants, parce que sinon,
c'est une illusion. Mais je dois dire que vous êtes le plus gaillard des chefs en ce moment. Même le Parti libéral ne s'engage pas à ce genre de financement pluriannuel. Qu'est-ce qui vous rend confiant de pouvoir faire ça pour Radio-Canada? J'ai déjà été ministre. Je sais ce que c'est d'avoir des priorités, de prendre des décisions difficiles. Mais gouverner, c'est justement ça, c'est avoir des priorités. Et pour nous, c'est une question identitaire si importante, si profonde, qu'on s'est engagé dès le mois de novembre de remettre le financement. Et on a donné des détails plus récemment à Montréal au mois de janvier. Alors, une question cette fois du Saguenay. Avec les coupes à Radio-Canada, un grand problème qui s'impose est celui de la relève. Les jeunes n'ont plus leur place chez le diffuseur public. Comment voyez-vous cette tangente? Est-ce que vous vous inquiétez pour l'avenir des médias quand on voit que les jeunes journalistes n'arrivent plus à trouver d'emploi? Il y a deux éléments là-dedans. Les coupures, généralement, ont affecté les jeunes le plus. Question d'ancienneté. Donc, à chaque fois qu'on voit un chiffre comme 650 postes coupés, c'est 650 avenirs en télédiffusion coupés. Et c'est cette capacité de remplacer, c'est l'avenir, c'est la relève qui est en train d'être coupée. Vous avez ouvert sur les nouvelles, aussi c'est quelque chose de très, très important, parce qu'il y a une telle concentration des médias dans le privé, dans les mains de quelques puissants groupes, qui ont tous à peu près le même point de vue social et économique, que la seule manière d'avoir une autre optique, c'est d'avoir Radio-Canada et CBC, et si c'est perdu comme source de nouvelles, ça aussi, ça peut faire l'objet, parce que la frustration première des conservateurs, c'est là-dedans. Bien, je serais fort inquiet pour l'ensemble du pays parce que cette capacité d'avoir un autre point de vue risquerait d'être entamée. Il y a aussi une absurdité qu'il faut souligner, c'est-à-dire qu'en ce moment, la direction de Radio-Canada-CBC ne parle que d'une chose, le virage technologique, à l'heure du numérique, tout mettre sur le numérique, alors que les personnes les plus habilitées de faire ça sont évidemment des jeunes, et c'est eux qu'on met à la porte. Parlez-moi ça, parce que justement, dans mon entourage, ce sont tous des jeunes dans la vingtaine qui s'occupent de ça pour nous autres, parce qu'ils ont été élevés avec ça. Alors, ils nous l'expliquent. On fait semblant de suivre, mais on fait le mieux qu'on peut. Mais effectivement, c'est cette expertise-là chez les jeunes. Mais ça prend aussi de l'argent. L'équipement numérique pour mettre ça en ligne, pour donner suite dans le monde d'aujourd'hui, ça aussi, ça coûte de l'argent. Donc, les coupures viennent au pire moment possible pour Radio-Canada en ce qui concerne le numérique. Puis encore une fois, vous me pardonnerez l'expression qui est un peu dure, mais quand on a décidé de tuer son chien, on dit qu'il avait la rage. Ben, c'est un peu la même chose ici. On enlève les vivres à Radio-Canada, ils ne pourraient pas suivre à certains égards pour l'avènement du numérique, puis on dirait après, vous voyez, c'est vétuste, c'est désuet, ça ne suit pas le courant. Mais non, si ça ne peut pas parce qu'il n'y a pas les ressources, donc encore une fois, ça va s'autoréaliser comme prophétie. Alors, pour finir, je vous demanderais, quelle est, selon vous, la chose qui milite contre Radio-Canada le plus en ce moment, au sein du gouvernement, ou que ce soit dans le public, mais particulièrement au gouvernement? Une logique de la droite républicaine américaine, où le public ne devrait pas être en train de se mêler de ça, laisse les entreprises privées s'en occuper. C'est une vision très étriquée qui ne tient même pas compte des différences ici. Je vais aller en dehors de la télévision pour une seconde. Il y a 25 ans, la Cour suprême a dû statuer que les règles américaines où chaque circonscription a exactement le même nombre d'électeurs, ça a dû être adapté pour le Canada parce que ce n'est pas notre histoire. Donc, nous, on permet des variations. Il faut que nous, on comprenne notre histoire. Et notre histoire comprend qu'il faut un télédiffuseur public pour pouvoir continuer à se raconter les uns aux autres. Et ça fait partie de notre identité. Merci, M. Mulcair. Merci d'avoir répondu à l'appel. Merci, Mme Pelletier. Mesdames et messieurs, c'est déjà le moment de nous quitter. Merci de nous avoir accordé ce temps, M. Mulcair, les gens à la maison. Merci à vous tous de votre présence à notre antenne. Nous espérons que vous reviendrez en grand nombre pour la prochaine dans la série « Les chefs parlent de Radio-Canada ». À bientôt et bonsoir.